Bon, Excellence, Monsieur le Président Domitien, merci de nous accueillir à votre demeure. Nous voulons que vous puissiez nous instruire de votre expérience et de votre sagesse. Comme vous le savez, notre pays a connu une histoire complexe, mais une histoire aussi difficile à bien des égards. Parce que les définitions des politiques dans lesquelles on a engagé le pays, les choix faits à différentes instances ces dernières décennies, tout cela nous invite à revenir sur cette histoire de façon avertie et singulièrement instructive. Nous voulons rendre nos mémoires stratégiques de telle façon que nos arrière-petits-enfants vivent ensemble dans la paix. Dans la suite des conférences pour mémoire que nous avions organisées en 2012 et où on a vu la participation de gens expérimentés comme les présidents Sylvestre Ntibantu Nganya et Pierre Bouyoya, les évêques Simon Tamwana et Bernard Ntahoturi, des Burundais qui ont vécu à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays pour diverses raisons. Les témoignages recueillis nous ont convaincus qu'il était utile de continuer la dynamique de réflexion engagée. Et au-delà de l'immédiateté des événements et de la confrontation des intérêts, il s'agit toujours, comme avant, d'analyser de manière exigeante et distanciée les dynamiques de long terme qui ont caractérisé ces dernières décennies. Bien que marquées par une diversité d'événements malheureux et douloureux, des traits positifs et porteurs d'enseignements pour l'avenir existent et sont à mettre en lumière. Le Burundi a la chance d'être un des rares pays d'Afrique où on a 4 anciens chefs d'État encore en vie qui circulent librement et qui sont membres du Sénat à vie. La série actuelle d'émissions voudrait recueillir leurs témoignages sur l'histoire de la gestion de ce pays et les leçons que ces témoins en ont tirées. Vous avez été et vous êtes toujours un témoin privilégié de cette histoire. Vous pouvez aider le pays à renforcer cette mémoire stratégique avec conversion des ingrédients ancrés dans nos archives mentales et culturelles qui devraient nous conduire vers la construction et non vers la déconstruction. C'est un parcours qui sera certainement passionnant avec vous, comme ce témoin privilégié qui raconte une histoire, qui raconte l'histoire de sa vie, qui raconte l'histoire des institutions dont il a vécu la mise en œuvre, celle des orientations prises, mais probablement aussi celle des orientations non prises. Comme l'ancien du village qui narre la vie de sa communauté pour les futures générations, nous sommes là pour vous écouter et vous demander des éclaircissements. Nous serons intéressés de savoir d'où vous venez et ce qui a motivé votre engagement dès le jeune âge, particulièrement depuis votre refuge au Rwanda. Vous avez eu à gérer le pays à un moment très difficile et très éprouvant avec les longues négociations juste après l'assassinat de votre ami président Melchior Ndadaye, suivi de la mort de votre ami président Cyprien Ntaryamira. Comment avez-vous vécu tout cela? Où trouviez-vous l'énergie pour continuer avec sagesse votre engagement et l'organisation de la vie institutionnelle du pays? Toutes ces questions nous intéressent et je vais laisser nos amis journalistes Karine Firoko de la radio publique africaine et Jacques Bokuru de la radio-télévision nationale du Burundi nous aider à creuser ces questions pour l'intérêt de l'histoire et l'intérêt de l'avenir de la réflexion dans notre pays. On va d'abord commencer à parler un peu de vous. Vous avez fui le pays à 19 ans, si je ne me trompe. Où êtes-vous parti et dans quelles circonstances exactes? Effectivement, j'ai quitté le Burundi à 19 ans. J'étudiais à l'école technique de Kamenge. Quand les événements de 1972, exactement le 22 avril, sont arrivés à mon pays, les gens étaient tués à gauche, à droite, beaucoup, principalement au niveau des écoles. Et j'ai hésité beaucoup à faire comme les autres, c'est-à-dire fuir. C'est à la suite des informations que j'ai reçues, comme quoi 5 membres de ma famille venaient d'être arrêtés et tués, que j'ai pris la décision moi-même
de prendre le chemin de l'exil. C'était une décision très difficile à prendre quand on est aussi jeune et surtout quand on n'est pas près des parents pour leur demander conseil. Mais nous n'avions pas de choix. J'ai profité des connaissances que j'avais par l'intermédiaire d'un collègue d'école congolais qui nous a aidés à obtenir des documents qui pouvaient nous permettre d'entrer en République démocratique du Congo, le Zaïre à l'époque. Il s'appelait Mulamba. Et nous avons tenté la première fuite, c'était le 11 mai. Et pour ceux qui ne savent pas, la route Chanik-Congo était bouclée. Il y avait au moins 7 barrières jusqu'à Gatumba. Il fallait agir avec beaucoup de doigté pour pouvoir arriver là-bas parce que les gens ne pouvaient même pas aller à la plage. Alors, prenant prétexte que nous étions des étudiants, nous avons pu nous faufiler, mais nous avons été arrêtés au Chanik, et puis nous avons contourné au Chanik. Vous savez, là où se trouvent toutes les maisons que vous connaissez là-bas, il n'y avait rien. Il y avait tout simplement des marais. Mais nous avons pu rejoindre l'autre route et nous avons pu continuer jusqu'à la rivière Rusizi. Et de là-bas, nous avons dû faire demi-tour parce que quelqu'un nous avait identifié et nous a forcé de retourner ou alors d'être livré au GRR, comme tout le monde. Nous avons préféré revenir. J'étais avec Kenneth Jacques que vous connaissez, qui était récemment gouverneur de Bubanza et qui est actuellement directeur général à l'Otraco. Alors nous sommes revenus à Bujumbura, évidemment, nous sommes restés cachés et nous avons encore pris la fuite le 14 mai. Et c'était dimanche, je me souviens, et nous avons pu atteindre le Congo, ou le Zaïre à l'époque. Nous sommes restés chez les parents de notre ami Mulamba. Mais peu de jours après, nous n'étions pas que deux, nous étions une bonne vingtaine, trentaine. Si bien que nous avons dû inventer nous avons dû chercher tous les moyens possibles pour peser moins sur la famille qui n'avait pas beaucoup de moyens de nourrir tout son monde là-bas. C'est comme ça que nous avons été cultivés dans ces montagnes que vous voyez là-bas. Nous avons été creuser des trous pour les toilettes, etc., pour avoir juste à manger. Et puis, nous avons attendu comme les autres l'avenir venir. L'essentiel étant que nous avons pu sauver notre vie. Et au mois de juillet, nous avons décidé de rejoindre Bukavu, où il y avait un centre Jean 23 qui accueillait beaucoup de jeunes étudiants. Bon, nous avons passé là-bas 2 mois, puis après, nous avons entrepris différentes démarches pour trouver un moyen de continuer nos études, ce qui était très difficile, parce que les écoles techniques ne fourmissaient pas en République démocratique du Congo comme au Burundi d'ailleurs. Mais chance étant, nous avons rencontré un de nos professeurs, nos anciens professeurs qui avaient défroqué, comme Fred de la Charité, qui s'était marié, qui résidait au Congo, belge d'ailleurs, il est belge, et qui nous a aidés à trouver une façon de bénéficier de la bourse d'études que nous avions à Bujumbura. Puisque comme vous le savez, quand on était en première année à A2, donc le cycle secondaire supérieur des humanités, nous bénéficions d'une bourse. Alors, il nous a aidé à convaincre les Belges pour continuer à bénéficier de cette bourse. Et Dieu aidant, il faut le dire, au mois d'octobre, nous avons eu la confirmation des, comment on appelait ça, la AGCD, Association Générale pour la Coopération et le Développement belge, qui a accepté de nous faire bénéficier de cette bourse, mais
qu'il fallait aller en Belgique. Pour nous, c'était une aubaine, évidemment. Alors, le centre Jean 23 de Bukavu, qui était dirigé par un certain Père Farsi, nous a aidé, question de logistique, à arriver à Kinshasa, obtenir les documents nécessaires et aller étudier en Belgique. Oui, justement, comment devenez-vous ingénieur industriel une fois en Belgique? Et c'était facile parce que j'avais suivi les écoles, l'orientation technique à l'école technique de Kamenge. J'étais en première année à 2 sections électroniques. Et en Belgique, j'ai suivi cette fois l'option électromécanique à Leuze, en Hainaut. J'ai terminé les humanités en 1975. Puis j'ai continué les études supérieures à l'Institut Don Bosco à Tournai. C'est une école supérieure d'ingénieurs techniciens là-bas. J'ai passé 4 ans. Puis j'ai fait une année supplémentaire à l'Institut supérieur industriel de l'État à Mons, où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur industriel. Étant réfugié, on ne se limitait pas aux études, on ne se limitait pas qu'aux études. Vous savez, il y avait beaucoup de débats entre les étudiants qui étaient en Belgique et ailleurs par rapport aux événements qui s'étaient passés au Burundi. Moi aussi, je suis entré dans la cadence. Qui était votre leader? Ce mouvement était dirigé par un certain Nelson Bimdari. Et plus tard, il a été dirigé par un certain docteur Simplice Singirangabo. Et je trouvais que leur approche était beaucoup plus positive parce que d'abord, j'avais connu que parmi nous les réfugiés, il y en a qui avaient été sauvés par des Tutsis. Ça, nous en étions informés. Et puis, deuxièmement, au vu des études des uns et des autres, des échanges qu'il y avait entre les différents groupes politiques, burundo-belges, etc., il y avait cette approche qui faisait qu'il y avait un groupe d'intellectuels hutus qui estimaient que approcher même les Tutsis pour discuter de cet angle devait être plus productif. C'est d'ailleurs dans ce sens que les dirigeants de ce mouvement des étudiants progressistes de Burundi a contacté des étudiants boursiers en France, en Belgique et ailleurs pour débattre de ce genre de questions. Et paradoxalement d'ailleurs, beaucoup de ces étudiants épousaient ce point de vue. Si vous feuilletez un peu les écrits, vous verrez bien que en France, il a été créé ce qu'on a appelé, c'était quoi encore, l'UGSBF, Union Générale des étudiants et stagiaires burundais en France. Et ces gens étaient en bon contact avec le mouvement des étudiants progressistes de Burundi, si bien que certains d'entre eux d'ailleurs ont perdu leur bourse à cause de ce contact qu'ils avaient pu avoir avec les gens du Méprova, qui pour certains d'ailleurs n'étaient plus étudiants, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer au pays, ils commençaient à être des fonctionnaires. Donc je suis entré dedans en 1974 et personnellement j'étais épanoui. Personnellement j'étais épanoui. Épanoui pourquoi? Parce que ça m'a permis d'ailleurs d'entrer en contact avec certains étudiants boursiers burundais qui étaient à Tournai où j'étudiais. Il y avait un certain Onesphore qui est malheureusement décédé, qui était un ami personnel et avec qui j'avais pu tisser des contacts qui m'ont permis d'entrer en contact avec beaucoup d'étudiants boursiers burundais, Tutsis de Bruxelles, de Mons d'ailleurs, et avec qui d'ailleurs j'avais l'occasion de discuter des problèmes burundais par rapport aux documents. Nous avions un mensuel que nous sortions qui s'appelait La Voix du Progrès. Alors nous étions très critiques à l'endroit du gouvernement burundais, depuis Bagaza jusqu'à Buyoya. On critiquait dans tous les sens. Et
quand on venait d'écrire ces différentes notes, moi je partais avec des exemplaires et j'allais dans ces familles avec son gaillard, le feu, on est fort. Après vos études en Belgique, vous avez décidé de vous installer au Rwanda. Pourquoi ce choix et comment avez-vous vécu l'exil rwandais? Parce que vous êtes toujours en exil. Ma vie en Belgique n'était pas une vie facile, je dois le dire. Même si j'étais boursier, j'ai été boursier uniquement pendant la période des humanités. Après quoi, j'ai perdu cette bourse parce qu'il fallait que le Burundi renouvelle cette bourse là-bas, se renouvelle sa signature, cet accord. Mais Bagaza n'a pas voulu. Je sais que je lui ai écrit pour lui demander de prolonger cette bourse parce que j'étais brillant en classe, il faut le dire. Parce que j'étais premier ou deuxième chaque fois à la fin de mes humanités. Mais aussi, il faut dire la vérité, je ne voulais pas rentrer parce que c'était trop tôt. En 1976, c'était trop tôt. Alors, le ministre de l'Éducation m'a recommandé de rentrer. Moi, évidemment, je ne pouvais pas prendre. Alors, j'ai décidé de continuer mes études en travaillant. C'est pour cela que je dis souvent, la vie en Belgique, pour moi, n'a pas été facile parce que c'était trop dur. Passer 4-5 ans à étudier en travaillant, c'était très dur. Mais, qu'à cela nous tienne, j'ai tenu le coup. Et deuxièmement, il faut savoir que j'étais réfugié au Congo. Et la CPGL, vous la connaissez, c'est une organisation qui réunissait le Rwanda, le Burundi et le Congo. Et ils avaient des conventions dans le domaine sécuritaire. Et ce qui fait que le renouvellement ou la prolongation de validité de mon passeport en Belgique par l'ambassade du Congo a toujours été très difficile. Si bien que j'ai passé environ 2 ans avec des papiers qui n'étaient pas en ordre. Et j'ai dû même protester jusqu'aux Nations Unies au niveau du Haut Commissariat pour les réfugiés pour accuser le Congo qu'il joue le jeu du Burundi. Et c'était vrai. Parce qu'il n'y avait aucune raison à ce qu'il ne proroge pas la validité de mon passeport puisque j'étais un étudiant régulier. Alors, je ne pouvais pas retourner au Congo parce que j'avais peur qu'une fois au Congo, je sois rapatrié de force. Et je ne pouvais pas non plus rester en Belgique parce que j'étais là en tant qu'étudiant, je devais retourner quelque part. Alors, j'ai dit, ok, je vais aller au Rwanda. Au Rwanda, ils pouvaient me donner qu'un visa maximal de 3 mois. J'ai dit, je prends et puis je vais voir ce qui va se passer là-bas. Alors, je suis rentré au Rwanda avec une vision que si au Rwanda ça ne va pas, je vais piquer sur la Tanzanie. Si en Tanzanie ça ne va pas, je pique sur le Mozambique. Et si au Mozambique ça ne va pas, alors je vais retourner en Belgique, vivre comme une top. Alors, je suis allé au Congo, plutôt au Rwanda. J'ai essayé d'obtenir le transfert de mon statut. Ils estimaient que je devais retourner au Zaïre. Alors, même sans papier, j'ai essayé de trouver de l'emploi. Il était très difficile de trouver de l'emploi sans document. Mais la chance étant, c'est pour ça que moi je dis Dieu est toujours avec moi. Et je dis Ndaïza, c'est un bon nom. J'ai rencontré un ami que j'avais aidé comme ça, à tout hasard, en Rwandais, en Belgique. Il était en panne avec un ami burundais, et puis moi j'étais en voiture. Je les ai vus, je me suis arrêté, puis je le véhicule était en panne, il devait aller à Mons, comme j'étais en vacances. Ils m'ont dit, est-ce que tu ne peux pas nous conduire là-bas? J'ai dit oui. Je les ai conduits, pourvu qu'ils mettent de l'essence. On est allé, on est revenu, et le monsieur, je l'ai déposé
à son hôtel. Alors à un certain moment, c'était au mois de janvier, je me souviens bien. J'avais beaucoup de problèmes, mais j'étais très inquiet. Puis je l'ai vu, je suis allé lui dire bonjour. Il m'a reconnu. Je ne savais même pas qui il était. Quand il m'a reconnu, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, je suis là, mais j'ai beaucoup de problèmes. Quel problème? Je lui ai décrit mon histoire. Il m'a dit, alors tu restes là-bas. Je ne savais pas que c'est un des grands là-bas. Un des grands du Rwanda. Alors, celui-là, il m'a donné rendez-vous le lundi suivant. Je suis allé le voir et puis c'est lui qui a cherché le boulot pour moi. 2 semaines après, j'étais engagé à la NHV Rwanda, sans papier officiel. Mais j'ai eu la chance d'avoir ce boulot à la NHV Rwanda parce que ils avaient des contrats dans différents ministères, des contrats d'entretien des machines. Et comme par hasard, à la documentation, à la sécurité rwandaise, il y avait un ingénieur engagé à l'NHV pour qui il avait été impossible de réparer certaines machines. Alors lui, il a démissionné. Moi, je me suis installé à sa place. Et on m'a donné comme premier examen d'aller réparer ces machines là-bas. Je suis allé. Je me souviens, j'ai travaillé pendant 5 jours. Et le 5e jour, toutes les machines marchaient bien. Alors, ils m'ont posé toute une série de questions. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais au Rwanda? Où est-ce que tu te cachais? Alors, je leur ai dit que j'étais à la recherche de l'emploi, mais qu'eux, ils ne voulaient pas me donner les papiers. Alors, j'étais un oiseau rare. Alors, ce sont eux qui se sont débrouillés pour me donner les pistes pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié au Rwanda. Alors, ils ont exigé de moi que j'aille au Congo, au Zaïre, pour déposer mon passeport et que j'amène un papier qui dit spécifiquement que j'ai remis mon passeport de réfugié au Haut Commissariat pour les réfugiés au Congo. C'est ce que j'ai fait. Mais évidemment, je n'ai pas donné le document en question parce qu'il fallait que j'ai un document et que je puisse avoir l'autre en même temps. Sinon, je vivrais comme un pigeon voyageur. C'est ce que j'ai fait. Je suis revenu avec le papier, je leur ai remis le document. Alors, c'est comme ça que j'ai eu le statut de réfugié au Rwanda. Bon. Vous savez, les choses, Dieu, il arrange les choses comme il veut. Alors, une fois au Rwanda, est-ce que vous êtes resté ingénieur et ou activiste politique? Et quelle relation vous aviez avec d'autres Burundais qui étaient également exilés? Il fallait que je me stabilise. Je crois que c'était le premier objectif. Deuxièmement, il fallait que je connaisse d'autres Burundais là-bas. Mais je dois vous avouer que j'étais beaucoup plus intéressé par ma stabilité là-bas. Je crois que ça m'a occupé pendant à peu près 8 mois. Mais c'est alors beaucoup plus tard. Nous avons pensé qu'il fallait que le mouvement pour l'émancipation et le progrès des Barundi s'installe au Rwanda. Je suis entré en contact avec mes amis qui sont restés en Europe et j'ai contacté certains des anciens étudiants avec qui je militais dans ce mouvement là-bas et nous avons créé la cellule au Rwanda du MEPROBA. Et puis après, il est advenu ce qui s'est passé ici à Bujumbura, c'est-à-dire la préparation des élections. Et en 1992 en particulier, il y a le secrétaire général Karibouami Poncien avec qui est encore Neftali, qui sont venus au Rwanda en visite. Je crois qu'ils avaient une mission quelque part qui était à la recherche de gens qui pouvaient
animer le Frodebo au Rwanda. Alors, ils sont tombés sur moi et Batungwanayo aux gens. Ce qui est tout à fait normal parce que d'abord, moi j'avais eu des contacts en Belgique avec le président Dadaye, avec qui nous discutions beaucoup. Alors ils ont passé quelques jours à nous convaincre. Nous n'étions pas chaud de créer très rapidement un parti politique, mais nous voudrions plutôt que toute envergure politique devrait commencer par la création des mouvements de masse. Après de longs débats, ils nous ont convaincus. Vous décidez de rentrer au Burundi alors que vous aviez quand même un bon statut professionnel au Rwanda. Pourquoi? Au Rwanda, si vous voulez, j'étais bien. Franchement, j'étais bien au niveau personnel. Non pas dire que j'avais un très bon poste, non. Parce que, et là je voudrais d'ailleurs insister là-dessus, parce que la plupart des Burundais croient que les Burundais qui étaient réfugiés au Rwanda étaient choyés, etc. Parce que ce sont des Hutus qui étaient avec des Hutus. C'est pas vrai. D'abord, vous n'avez qu'à regarder quel est le Burundais qui avait un bon poste au Rwanda. Je vais vous donner des exemples. Moi, j'étais ingénieur. Mon chef avait terminé les humanités. Et à un certain moment, comme j'étais très pratique, j'avais beaucoup d'atouts, évidemment. À un certain moment, j'ai tenté de faire comprendre au directeur et son adjoint qu'il fallait qu'il me monte de grade. Alors, je me suis fait interpeller par mon chef qui m'a dit, écoutez, Nyakarundi, je veux bien que tu cherches à avoir des postes, mais si tu veux ma place, dans 2-3 jours, tu seras parti. Moi, je lui ai dit non. Moi, j'essayais de sensibiliser ces Bazungu pour qu'ils comprennent que moi, j'ai besoin d'un peu plus de sous, mais je n'ai pas besoin de ce poste. Il m'a dit, écoutez, si tu veux de l'argent, d'accord, mais ce poste ne touche pas. Tu peux de Kayanza, moi j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème, vous me donnez les sous, c'est tout ce qu'il me faut. Ils ont doublé mon salaire. Moi, j'étais content. Et chaque fois, à la fin de l'année, ils augmentaient mon salaire. C'est dans ce sens que je dis que j'étais bien, parce que j'avais un bon salaire, j'avais un véhicule de service, mais il faut dire que je travaillais beaucoup. Je travaillais beaucoup. Et j'étais tout le temps en mission à l'intérieur du pays. Bon, je m'occupais du service après-vente, je m'occupais également du département technique et commercial. Donc je faisais un peu de tout. Les commandes, les ventes, le service après-vente, les installations. J'avais très peu de temps de repos. Un autre exemple, regardez Toi Salvatore. Toi Salvatore, il était chef de division au ministère du Plan. Il négociait beaucoup avec Léon que vous connaissez au RFS. Il négociait beaucoup avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et quand venait le temps d'aller en mission à New York, ce sont les Rwandais qui allaient là-bas. Et à un certain moment, les gens de la Banque mondiale, ils disaient qu'il fallait que Toi soit là parce que c'était une référence en termes de débat et de discussion. Alors comme il fallait qu'il y aille avec un grade respectable, il était bombardé directeur. Il partait, il négociait, et quand il revenait, il reprenait son poste. Mais vous savez bien que quand il est rentré ici, il est devenu directement, je crois, secrétaire d'État du budget. Et je crois que c'est un homme très compétent. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Regardez, à l'armée, il n'y avait pas un caporal, même pas en première classe dans l'armée rwandaise. Donc en quoi peut-on dire que les Burundais étaient choyés au Rwanda? Et ça, il faudrait que les Burundais en soient convaincus
C'est pour vous dire que quand j'étais au Rwanda, comme la plupart des Burundais, aussi bien qu'on pouvait être, on ne pouvait qu'aspirer à rentrer chez soi. C'était vraiment ça l'idéal. Et c'est moi j'ai décidé de militer au sein du Frodebu. C'était essentiellement pour que je puisse rentrer. Je n'avais pas de problème d'emploi puisqu'il y avait la NHV ici au Burundi. Donc je n'avais aucun problème pour ce qui est de l'emploi. Parce que mon directeur, qui était directeur au Rwanda et en même temps directeur au Burundi, m'avait promis qu'une fois que je rentre au Burundi, il va me bombarder chef, ce qui a été le cas. Avant de parler peut-être de votre vision politique ou votre vision de la démocratie en entrant au sein du Frodebu et en rentrant au Burundi, on va parler d'une petite étape de votre vie. Vous avez fait de la prison en 1995-96, 97 aussi et 2006 tout récemment. Qu'est-ce qui s'était passé et quelles sont les leçons que vous en avez tirées? D'abord, moi je suis rentré au Burundi en 1993. Je suis rentré définitivement au Burundi au mois d'août. Et je suis allé travailler à la NHV, Burundi. J'étais content. Je peux vous dire même qu'au niveau du Frodebu, ils m'ont proposé certains postes. Moi, j'avais une conviction. J'ai dit